Dans le dossier sur les OGM, ce que ne doit pas être le collège des experts scientifiques, c'est le lieu des décisions. Et je crois qu'il faut remettre bien à sa place les différents processus. Les experts scientifiques doivent donner des éléments de décision, de gestion de risque aux instances administratives politiques qui derrière doivent décider. Je crois que la première des choses, c'est ne pas se tromper, ne pas confondre, ne pas imaginer que ce sont les experts qui doivent décider. Quand on se pose la question qu'est-ce que doivent faire les scientifiques, de mon point de vue, c'est appliquer le principe de précaution, ne pas accepter d'une certaine façon les dogmes de la biologie moléculaire tels qu'ils étaient connus dans les années 60-70 et sur lesquels on s'est basé pour faire de la transgénèse, mais au contraire vérifier quelles sont les nouvelles pistes de recherche à étudier afin de s'assurer éventuellement de l'innocuité de ces produits, si tant est qu'on puisse s'en assurer, mais surtout de prévenir les problèmes que pourraient générer les organismes génétiquement modifiés à l'avenir, tant sur l'environnement que sur la santé. Le rôle des experts scientifiques, à notre avis, c'est aujourd'hui d'éclairer effectivement, d'amener un éclairage suffisant sur qu'est-ce qu'un OGM, à quoi sert-il, quelles sont ses vertus, de mettre en avant effectivement ses qualités et aussi ses défauts. Il n'y a pas de technologie nouvelle qui n'amène pas effectivement ces zones de lumière et ces zones d'ombre. Le deuxième intérêt, et ce que j'attends des scientifiques, ce que nous attendons des scientifiques, c'est aussi de rassurer ou d'amener effectivement à la société civile, d'amener à nos compatriotes une certaine idée de ce qu'est la nouveauté. Il faudrait que dans une société moderne comme la nôtre, on ne retrouve pas des débats qui ont hanté nos campagnes et notre civilisation il y a 40-50 ans, voire il y a un siècle, quand certains luttaient contre l'électricité ou contre la vapeur pour les chemins de fer. Nous avons franchi ce cap, les Français sont intelligents, ils sont instruits, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de savoir, sans diaboliser toutes les nouveautés. Tout individu a son mot à dire, et notamment dans cette question des OGM, les paysans, les consommateurs, les environnementalistes ont leur mot à dire. Mais dans le seul domaine scientifique, on peut même voir une importance à la diversité des spécialités à représenter, dans la mesure où les spécialistes de génie génétique n'ont absolument aucune compétence en matière de biodiversité, en matière d'écologie d'une façon générale, d'implication même économique à travers cette question des OGM. Donc le problème ne peut pas être confié qu'à des spécialistes. Ensuite, le rôle des experts, c'est sur ce sujet, puisque sur le sujet des OGM, il s'agit essentiellement d'évaluer des risques et avérés, possibles, plausibles, potentiels. C'est de faire preuve finalement de beaucoup d'imagination et au-delà des connaissances scientifiques, imaginer quels peuvent être les risques potentiels, les risques que l'on peut imaginer, voir si ces risques sont plausibles et derrière surtout dire est-ce que ces risques ont une probabilité d'apparition et s'ils apparaissent, quel est finalement le danger associé. Est-ce qu'on va vers des scénarios catastrophes ou est-ce qu'on va vers quelque chose qui est très gérable? Donc, on sait que du pollen de maïs, par exemple, peut disséminer. Et il y a controverse scientifique sur la distance. On n'a pas besoin de maïs OGM pour faire ces mesures de dissémination. On a deux éléments qui nous permettraient d'avancer scientifiquement. L'un, c'est d'utiliser par exemple d'autres variétés de maïs qui sont faciles, dont il est facile de voir s'ils ont disséminé, des maïs de couleurs différentes par exemple. Et l'autre aspect est de modéliser de façon bien plus complète qu'on ne le fait, avec des moyens évidemment économiques mise en œuvre pour cela, dans par exemple des serres, et de modéliser beaucoup plus des modèles atmosphériques dans des serres à grande échelle. Je crois que de dire on pense qu'il y a des risques de contamination génétique irréversible, alors pour le vérifier, on va prendre le risque, y compris dans se mettre dans une situation irréversible, n'est pas scientifique selon moi. Quand on aura des OGM de façon massive sur l'ensemble de la planète, si jamais ça arrivait, on en est encore loin, heureusement. Quand on aura des OGM sur l'ensemble de la planète, on ne saura pas les récupérer si 10 ans après ou 15 ans après, on s'aperçoit que ça pose un problème dramatique. Et c'est la question de la biodiversité qui est en cause. La biodiversité, ça conditionne la capacité
de l'agriculture à produire, et derrière l'agriculture, c'est la question de l'alimentation. C'est donc l'avenir de l'humanité qui peut être mis en cause par cette technologie que l'on ne sait pas maîtriser, parce qu'en plus, ça n'est pas, contrairement à ce que l'on dit toujours, un domaine scientifique maîtrisé, ça n'est que de la technologie appliquée. Ce qui est pénalisant aujourd'hui en France, c'est qu'on s'interdit, par exemple, de semer des OGM quand on s'autorise de les importer. Je pense qu'il faudra avoir une logique et une constance, et que si c'est pas bon en France, c'est pas meilleur ailleurs. Donc de ce fait, on doit s'interdire de les consommer. Je pense que les consommateurs aujourd'hui ne comprennent pas trop le débat qui se passe. C'est un débat, pour certains qualifié d'idéologie. Ce qui est aberrant. Il y a des gens qui ont le droit d'être pour les OGM, il y a d'autres qui ont le droit d'être contre. Et le Grenelle, qui était donc sous la houlette du ministre de l'écologie, a toujours voulu, ce ministre, c'est d'amener donc les différentes composantes de cette société à pouvoir effectivement émettre ses recommandations et surtout d'avoir une nouvelle gouvernance. Cette nouvelle gouvernance, ce n'est pas d'imposer des choix arbitraires, c'est de faire partager un choix de société. Et le débat sur les OGM, c'est effectivement un choix de société pour aujourd'hui, surtout pour demain. On n'a jamais interrogé un paysan avant de mettre sur le marché des OGM. Aujourd'hui, ce débat, on l'a au bout de 10 ans parce qu'on s'est opposé par des actes délibérés de désobéissance civique à ce qui se passait dans la nature, dans les champs. Ce ne sont pas les scientifiques, ce ne sont même pas les responsables politiques qui ont installé ce débat et cette réflexion pour évaluer les OGM. Il a fallu que des citoyens, des paysans, des environnementalistes se lèvent et aillent faucher des champs d'OGM pour que le débat et l'expertise se fassent réellement. C'est bien la preuve que avant le Grenelle de l'environnement, on n'avait jamais su mettre tout le monde autour de la table pour expliquer, comprendre, évaluer ce que sont les OGM. Quand on parle d'OGM, le principe de précaution est inscrit dans les textes, dans les directives. Il est aujourd'hui inscrit dans la Constitution, dans le droit français. Et il en a toujours été ainsi. C'est pas une nouveauté. Simplement, il faut s'entendre aussi sur le principe de précaution. Le principe de précaution, ce n'est pas un principe de blocage. C'est un principe qui va, à chaque stade du développement de la recherche, mettre en place je dirais des garde-fous que je qualifierais de techniques pour accompagner le développement de cette recherche et faire ce qui est réversibilité au cas où des risques supposés, avérés, se révéleraient et permettraient finalement, donc l'application de ce principe permettrait de ne pas mettre en péril et la santé publique et l'environnement. Pour moi, le principe de précaution s'applique avant qu'il ait été inscrit comme ça dans la Constitution et avant que, je dirais, les médias le prennent pour mot-clé. La mise en œuvre du principe de précaution pour garantir les excès des innovations est sans doute indispensable. Mais bien en amont, il faudrait déjà se poser la question de l'utilité collective pour la société avant de mettre en place une nouvelle technologie. Parce qu'aujourd'hui, on a un système social qui est tel que des firmes proposent de nouvelles technologies que l'on a plus ou moins évaluées, souvent plutôt moins que plus, sans même savoir quel est l'intérêt social, sanitaire ou environnemental de ces nouvelles technologies. Et là, il y a un vrai problème de fonctionnement de notre société. Est-ce que c'est l'intérêt commercial qui doit guider la mise en place de nouvelles techniques, ou est-ce que c'est l'intérêt collectif pour l'ensemble de la société? Mais c'est au pouvoir public, c'est au ministère de l'Agriculture de trancher si on doit pouvoir semer ou pas des OGM. Il ne faut pas mélanger l'avis et l'expertise scientifique de l'avis et la prise de décision politique. Le mélange des genres sur des sujets comme ceux-ci ne fait pas bien. Le rôle d'un scientifique, d'abord scientifique, soit dans le cadre d'un mandat public, soit dans le cadre d'un mandat ou d'un traitement d'ordre privé, les firmes semencières entre autres, ne peuvent pas avoir le même degré d'indépendance et d'expertise. Sans remettre en cause les fondamentaux, bien sûr, de leur connaissance. C'est qu'à un moment donné, vous travaillez pour votre employeur. Et je regrette de se confier exclusivement aux scientifiques payés par les firmes semencières
ne peut pas avoir le même impact et la même écoute que ceux qui résultent d'un travail à l'INRA, au CIRAD, par exemple. Je crois que la finalité des recherches ne doit pas faire opposer recherche académique, recherche fondamentale et recherche appliquée. Il y a une espèce de continuum. Un certain nombre de recherches vont rester au stade du fondamental, c'est de la connaissance pure, qui peut-être sera applicable demain, mais qui ne l'est pas aujourd'hui. Et puis, il y a un certain nombre de recherches qui ont des possibilités d'application rapide, prochaine ou immédiate. Je crois que le chercheur là-dedans, qu'il soit public ou privé, ne doit pas avoir un comportement très différent. Et je crois qu'il ne faut pas imaginer qu'il y ait une pression fantastique mise sur les chercheurs du privé pour déboucher. Bien évidemment, quand on fait des recherches, et c'est le même problème dans le public ou dans le privé, on a envie de déboucher rapidement, parce que dans un cas, il y a peut-être un produit à mettre au point, dans l'autre cas, il y a des publications, il y a de la compétition entre les équipes, et finalement, il faut aller vite. Donc, je crois qu'il y a une espèce de pression qui est la nécessaire rapidité des recherches, mais pour moi, elle n'est pas différente. Les OGM sont véritablement un sujet qui est, de mon point de vue, extrêmement fascinant, parce qu'effectivement, c'est un sujet très complexe, scientifique et techniquement, mais c'est également un sujet qui pose énormément de questions qui vont bien au-delà du simple critère scientifique. La liberté de choix des consommateurs, de pouvoir consommer sans OGM s'ils le veulent. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des débats au jour d'aujourd'hui en Europe sur qu'est-ce que cela veut dire de pouvoir consommer sans OGM. De mon point de vue, l'enjeu n'est pas que scientifique, mais ça va être très difficile de dire il est plus sociétal que scientifique. L'ensemble de ces questions rentre en interaction pour avoir un objet technologique aujourd'hui dont effectivement, je dirais, le développement devient à la fois une question économique, sociale et scientifique.